projet que l'on mène cette année sur la thématique du devoir de mémoire, devoir d'histoire. Alors racontez-moi un peu qui vous êtes, combien de classes, d'où. Vous êtes en CE2, en CM1. Dites-moi. Faites comme si je ne savais rien. D'accord. Alors, nous, on est une classe de Bac plus 3 qui ont fait des études de communication dans une MFR, donc école de commerce en Vendée, à Ferrières, plus précisément, une petite ville de Vendée. Et nous, on est aujourd'hui devant vous pour vous présenter en fait un projet qu'on mène, que tous les ans, notre promo mène, quels que soient les élèves, donc d'année en année, qui s'appelle le projet Passerelle. Et en fait, chaque année, on est amené à mener une campagne de communication sur un sujet de société, parce qu'on remarque que dans notre société, on est en profonde mutation, il y a plein de changements qui s'exercent. Et donc, il y a 2 ans, c'était sur le harcèlement scolaire, par exemple, l'année dernière sur l'inclusion dans le sport. Et cette année, on a pour thématique le devoir de mémoire. Donc, on a pu aller à Auschwitz pour ce projet-là. Et donc, après, nous, on a créé notre projet, toute son identité sur cette thématique-là. Voilà. Peut-être, est-ce que tu peux simplement repréciser qu'est-ce qu'on a fait en Pologne? Parce qu'on est allé à Auschwitz, mais on a aussi rencontré des personnes. Oui, tout à fait. Alors, en Pologne, on a commencé par visiter donc, l'usine Schindler, qui est également le musée de Cracovie. Donc, on a fait également la visite d'Auschwitz et on a rencontré Michael Koschel, qui est un professeur d'histoire en Allemagne. Ses parents étaient affiliés au parti nazi, donc lui il se bat donc, pour perdurer cette mémoire lui en Allemagne en tant que professeur, et ça nous permet aussi d'avoir un autre point de vue sur l'histoire. Vous avez passé combien de temps en Pologne? C'est rapide, mais c'est déjà un petit peu. Il y a... Dans les anciens déportés, il y a beaucoup de gens qui ont décidé à un moment donné, depuis une vingtaine d'années maintenant, d'accompagner des groupes scolaires, dans divers cadres, peu importe, mais qui se sont, entre guillemets, promis de ne jamais rester, de ne jamais dormir sur le sol polonais. Donc ils partent le matin, ils rentrent le soir. Alors c'est possible aujourd'hui, évidemment, voilà, avec l'avion, on fait l'aller-retour et on passe une journée avec un groupe scolaire, un groupe universitaire, un groupe de journalistes, à les accompagner pendant leur visite d'Auschwitz-Birkenau, mais ils n'y restent pas. Donc d'entendre que vous êtes resté 4 jours en Pologne ou 5 jours en Pologne, j'imagine qu'effectivement vous avez fait des choses. Vous avez vu Varsovie ? Je posais la question parce que Cracovie a une particularité, c'est que Cracovie n'a pas été détruite du tout. Alors que Varsovie a été rasée, et donc c'est une ville post-1945. On dit qu'à Varsovie, le niveau moyen de la ville est monté de 20 ou 30 cm après la guerre par l'accumulation des gravats, puisqu'on a reconstruit la ville en fait sur les gravats. Je ne sais pas si vous avez vu un film comme Le Pianiste, par exemple, montre ça très, très bien. Alors évidemment, c'est l'inconvénient d'être un film de Polanski, donc pas forcément très à la mode chez vous. Mais c'est un film qui montre très très bien ce qui s'est passé à Varsovie. Et au contraire, Cracovie n'a pas du tout été touchée par la guerre. Et donc je pense que vous avez visité une ville. Moi, j'y suis allé une fois il y a très très longtemps, mais j'ai souvenir que c'est une jolie ville. Hein ? Très coloré. Très coloré, avec un marché presque, comment dirais-je, folklorique, enfin, pas tout à fait, mais bon, c'est pas le souk de Marrakech, mais il y a un marché couvert. Non, mais il y a un marché couvert qui est un peu typique, enfin, qui est un peu, voilà. Bon, je vous entendais parler de devoir de mémoire. Vous l'avez dit dans votre présentation,
tous les ans la promotion, pas la vôtre parce que je pense que ça change, mais promotion précédente, la vôtre, étudiez, faites un choix dans le cadre de ce projet Passerelle. C'est un choix, c'est pas un devoir. La mémoire, c'est pas un devoir. Ça a été vécu comme un devoir à un moment donné, et c'était un devoir probablement, pour les anciens déportés. C'était un devoir parce que ils disent tous que au camp, une des promesses qu'ils faisaient aux gens qui disparaissaient, aux gens qui mouraient, c'était s'ils rentraient de raconter. Donc eux, ils avaient un devoir de mémoire. Vous, c'est un choix de mémoire. Et je n'aime pas beaucoup cette formulation qui consiste à... C'est une sorte de mot magique, le devoir de mémoire. On le voit partout, on l'utilise partout, on l'entend partout. Il y a un devoir de mémoire. Bon, alors, on a l'impression que ça fait partie d'une espèce de kit d'éducation. Bon, bah voilà, il faut apprendre le devoir de mémoire, comme j'en sais rien, moi. On apprend les tables de multiplication, ou non, pas du tout. C'est un choix. Et première chose que je voudrais faire, c'est de vous féliciter d'avoir fait ce choix, de décider, surtout dans une école de communication, parce que j'imagine que vous vous destinez les uns et les autres à des métiers de communication. Je ne sais pas si c'est des métiers de journaliste, des métiers je ne sais pas quels... Enfin, j'imagine un peu ce que la filière ce que votre filière d'éducation offre à la sortie de vos études comme possibilité d'activité professionnelle, mais j'imagine que vous ferez des choix les uns et les autres différents, puis la vie vous emmènera ensuite dans des chemins encore très différents. Il me semble que dans une école de communication, faire ce choix, ben bravo, parce que vous êtes quoi? Vous êtes 30? Je compte vite, enfin, vous êtes 24. Bon. Vous êtes 24. Et ben, vous serez demain des vecteurs, ce que parfois un peu pompeusement on nomme des ambassadeurs de la mémoire, de ce que vous aurez appris, compris. Et c'est pas seulement, j'allais dire, c'est surtout pas pour juste cultiver cette mémoire comme une espèce de champ de pommes de terre dans lequel on retourne la terre régulièrement en y remettant un peu d'engrais pour que l'année suivante il repousse des pommes de terre. C'est aussi parce que ça éclaire ce qui s'est passé, notre histoire, elle éclaire notre futur. On voit bien du reste que pendant... alors, vous vous en rendez moins compte, mais vos professeurs s'en rendent bien compte. Ils sont un petit peu plus âgés que vous, je pense. Ils ont l'air très très jeunes, hein, mais enfin, ils sont tout de même un petit peu plus âgés que vous. Et moi qui suis encore un petit peu plus âgé que vous, moi j'ai vécu quand j'avais... vous avez quoi? Vous avez 22 ans, 20 ans, 22 ans? Bon, donc moi j'avais 20 ans, 22 ans dans les années 70. Les années 70, c'était des années d'insouciance. La guerre n'avait pas disparu du globe, mais la guerre, elle était au Vietnam, ce qui aujourd'hui vous paraît un truc absolument incroyable, mais enfin, la guerre, elle était au Vietnam, elle était déjà malheureusement de temps en temps au Moyen-Orient, mais de façon extrêmement courte, dans des guerres qui duraient quelques jours, quelques semaines, qui étaient des conflits
très, j'allais dire très normalisée. Mais l'Europe se pensait totalement à l'abri de la guerre. On était convaincu que c'était fini. On n'en souffrirait jamais plus. Et on marchait vers une construction européenne dont on pensait qu'elle nous mettait à l'abri de la guerre, bien que, en même temps, on vivait sous la menace permanente d'un monde divisé en deux, entre l'Occident et le bloc soviétique, bien qu'il y avait des missiles d'un côté et des missiles de l'autre qui se faisaient front, mais on n'imaginait pas que la guerre démarre en Europe. On imaginait éventuellement que la guerre démarrerait entre les États-Unis et l'Union soviétique et qu'on serait au milieu, mais voilà. Et aujourd'hui, la guerre, c'est en Europe qu'elle est. Elle est revenue dans les années 95 en Serbie, et elle est aujourd'hui incroyablement présente à 2000 km d'ici. Vous êtes allé à Cracovie. Cracovie, ça doit être à quelques centaines de kilomètres de l'Ukraine, non? Enfin, c'est pas loin. Hein, voilà. Cracovie, c'est au sud-est sud-est de la Pologne. L'Ukraine, c'est pas loin. Et alors, certes, l'Ukraine est un pays profond, mais enfin, la guerre est pas loin. Et aujourd'hui, tout le monde s'inquiète. Enfin, je pense que tout le monde s'inquiète de ce qui se passe en Ukraine. Donc, voilà, la guerre peut revenir à tout moment en Europe et ces atrocités aussi. Ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël et l'espèce de je ne sais pas si j'exagère en disant déflagration d'antisémitisme qu'on a vu naître partout dans le monde, et pas à partir du moment où l'armée israélienne est entrée à Gaza, parce que ça c'est 3 semaines après le 7 octobre, hein, c'est entre 2 et 3 semaines hein, de mémoire, mais enfin pendant 2 ou 3 semaines, après le 7 octobre, enfin après les journées dramatiques des 7 et 8 octobre, il y a eu des tirs de missiles, mais l'armée israélienne n'est pas rentrée dans Gaza, donc il n'y avait pas matière à considérer qu'éventuellement on pouvait s'interroger sur d'éventuelles exactions qu'on aurait pu imputer à l'armée israélienne sur les populations palestiniennes. Tout le monde savait que ça allait se produire, on imaginait bien que d'une façon ou d'une autre, un pays ne pouvait pas avoir été agressé de la sorte sans réagir, d'une façon ou d'une autre, normalement ou excessivement, selon ce que chacun peut estimer. Il n'empêche que dès le 8 octobre et le 9 octobre, on a vu, alors nous on en a été particulièrement le témoin à la FMS, mais enfin ça a été très très flagrant. Il y a eu, si vous vous en souvenez par exemple, il y a eu un événement qu'on a vu sur toutes les chaînes de télévision, dans un aéroport je ne sais plus où, non pas en Arménie, enfin dans un pays de l'Est, il y a eu des manifestations, une espèce de flambée d'antisémitisme qu'on n'imaginait pas. Bon. Donc on voit bien que ce choix que vous faites de regarder ce qui s'est passé et d'étudier ça, enfin j'espère que c'est pas seulement un regard, j'allais dire, statique, juste entre guillemets de téléspectateur, mais que c'est un regard de jeunes adultes engagés, investis et qui choisissent de savoir ce qui s'est passé pour éclairer le regard qu'ils porteront demain sur le monde. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction, mais je vais peut-être répondre à vos questions plutôt, parce que c'est ce que vous pensez, vous, qui m'intéresse. Peut-être un peu qu'on vous parle un peu plus précisément de notre projet. Ouais. Donc notre projet, on a décidé de le nommer L'arme du souvenir. Donc écrivons notre avenir, qui a pour but justement d'impacter la jeunesse, notamment auprès des 450 MFR de France. Par cela, du coup, on va créer un court-métrage
qui nous permettra de regrouper la totalité de nos actions. Je vous arrête. Parce qu'on a la manie des acronymes, et là on fait tous semblant de comprendre ce que c'est qu'un acronyme, parce que vous verrez, tant qu'on est jeune, on n'ose jamais poser des questions, puis quand on devient vieux, on se dit que ça n'a aucune importance d'avoir l'air un peu bêta. Ça veut dire quoi MFR? MFR, Maison familiale rurale. J'ai pas entendu le dernier mot. Maison familiale rurale. Merci. Mais je vous dis, on utilise tous sans arrêt des acronymes. Les gens comprennent et les gens ne comprennent pas. Ils font semblant de comprendre et puis on continue, mais en réalité, ils n'ont rien compris. Je préfère avoir compris. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le système des écoles familiales rurales. Je veux bien que vous me le précisiez. En fait, c'est un système scolaire basique, mais par laquelle on va venir transmettre aussi les qualités de la vie quotidienne, donc les services, tout ce qui va être ménage, etc., est fait par les élèves. On participe aussi aux tâches au self, donc ce qui va être la vaisselle, des choses comme ça. Ce qui nous permet aussi de faire des actions différentes, qui nous permet aussi de faire ces actions-là aussi pour nous, des projets différents auprès des jeunes. C'est un cursus de combien d'années? J'ai entendu que vous étiez en 3e année. Ça va du CAP, bac, jusqu'au bac plus 5. Jusqu'au bac plus 5. En ce qui concerne notre maison uniquement, parce qu'il faut savoir effectivement qu'en France, il y a 450 MFR et que chacune des MFR a ses spécificités et prépare les jeunes à un métier différent en fait. Donc il y a des maisons familiales qui préparent les jeunes au métier plutôt de l'agriculture, d'autres plutôt au métier du commerce, d'autres plutôt au métier de bouche, les métiers service de à bouche, Dans- service à la personne, etc. Dans votre MFR, vous êtes combien? Il y a combien d'élèves? 580. Ouais, 580. C'est la moyenne des 450? Non, du tout. C'est une grosse MFR? Très disparate d'une MFR à une autre et la nôtre effectivement a la chance de bien se porter. Vous dépendez de l'éducation. Ça dépend de l'éducation nationale? Pas du tout? On dépend du ministère de l'Agriculture. Toutes les MFR? Pas toutes, Presque tout. quasiment toutes. Ouais. Parce que Les MFR dépendent du ministère de l'Agriculture. je vous pose ces questions parce que je dois être un crétin, mais on parle quand même énormément d'éducation nationale en ce moment. Tout le monde nous explique que c'est la formation, l'éducation, c'est la jeunesse, c'est notre avenir, c'est du pays. Et c'est vrai, c'est objectivement vrai. Moi, le terme MFR, je ne l'avais jamais entendu. Et ce que vous venez de m'exposer là, l'existence de 450 groupes scolaires, enfin, maisons scolaires. Bon, mais c'est des maisons scolaires, c'est des maisons d'éducation. Post-bac, voilà. Bon. Vraiment de la 4e jusqu'au bac plus 5. D'accord. Encore une fois, tout dépend des Moi, je n'en avais jamais entendu parler. Mais jamais. Pas étonné. Jamais. Alors vous, évidemment, vous en avez entendu parler. J'imagine que vos parents en ont entendu parler. Mais je comprends que s'il y en a 450 en France, c'est pas un modèle exceptionnel, enfin expérimental. C'est quelque chose qui fonctionne, qui forme des jeunes, qui forme des gens. Je n'en avais jamais entendu parler. Voilà. Et ça me paraît extraordinairement étrange. Parce que, je ne sais pas, je n'ai pas fait l'addition, mais enfin, je n'ai pas fait la multiplication, mais 450 multiplié par 500, alors même si ce n'est pas 500, ça fait beaucoup de... Ça fait tout de même beaucoup de monde. Donc... qui a vu le jour en 1937, donc c'est quand même... voilà. Si je peux me permettre, c'est vrai que c'est assez rural aussi, je sais pas, il n'y en a peut-être pas dans les très très grandes villes de France, mais avant les MFR étaient assez mal vus, dans le sens où si on mettait son enfant à MFR, notre enfant était un raté. Oui, mais ça c'est vous avez raison, vous avez parfaitement raison. Et je pense que ce n'est pas seulement les MFR, c'était tout ce qui était l'enseignement professionnel. Oui. Tout ce qui n'était pas l'enseignement général dans lequel on apprenait du latin, du grec et les humanités au sens, entre guillemets, le plus noble du terme, était considéré, et je crains que ça le soit encore un petit peu, considéré comme comment dirais-je, subsidiaire, sinon malheureusement secondaire. C'est ce qui fait... Et puis ensuite,
je vous rassure, génération après génération, on dénonce ça comme une des grandes explications de la faiblesse, enfin une des explications de la faiblesse de la France, d'une part à avoir des formations adaptées aux réalités professionnelles de la vie, et d'autre part à être capable effectivement de développer des métiers nouveaux dans l'industrie, dans l'agriculture, dans tout ce qui fait la vie d'un pays. Donc à la fois on le regrette et à la fois on le cultive, parce que ce que vous avez dit, cette espèce de conception que vous seriez des enfants entre guillemets ratés, comme vous l'avez dit. Tout ça est absolument dément. Faites parler de vous. Mais justement, notre but c'est... Faites parler de vous. Parce que notre projet, on va le faire à travers les 450 MFR, mais on ne compte pas toucher que les MFR. Le but c'est vraiment de toucher l'intégralité de la jeunesse, plus particulièrement puisque c'est notre cible principale. Mais le but ce serait que l'intégralité de nos jeunesses tombe sur nos contenus, parce que du coup on compte créer surtout des canaux digitaux, donc passer par les réseaux sociaux puisque c'est la base principale Vous avez raison. l'outil principal des jeunes. Donc pouvoir les impacter, les sensibiliser à travers du coup des vidéos, des témoignages de toutes nos actions qu'on a pu accomplir et parcourir depuis le début de notre projet. Et puis du coup amplifier notre contenu, donc passer outre les 450 MFR, ce serait super. Eh bien oui, vous avez raison, c'est ça qu'il faut faire. Mais je pense que je suis peut-être attardé, mais je ne crois pas. Donc je pense que vous descendez dans la rue et vous interrogez les gens, vous faites un sondage. Alors, par hypothèse, Paris n'est pas exactement un milieu rural. Certes, ça le sera demain grâce au musée de l'agriculture, mais sinon, ça risque même de l'être un peu beaucoup, si j'ai bien compris, ce qu'on nous annonce. Mais voilà. Mais les gens ne savent pas, et on ne parle pas de vous. Il faut qu'on parle de vous. Il faut qu'on parle de vous, il faut qu'on parle de vous à la télévision, il faut qu'on parle de vous... voilà. C'est parce que vous... Je ne sais pas si vous êtes l'avenir, vous faites partie de l'avenir. Enfin, vous êtes des acteurs importants de demain. Donc, faites parler de vous. Et donc, je suis content. Je vous remercie d'être venu et je suis content si je peux vous aider. Voilà. Vous accueillir aussi. Parce que du coup, vous êtes notre dernier témoignage pour le coup de l'intégralité de notre mobilité. Parce qu'on a déjà rencontré du coup Arlette Testiller. Qui est une femme formidable. Oui, incroyable. Qui nous a aussi... Elle vous a parlé de son mari ? Non, quelques fois, mais pas... Elle l'a effleuré. Mais ça a pris aussi un sens du coup encore plus dans notre projet. On a aussi rencontré un résistant. Donc on a eu Michael Kochel, donc en fait avec l'intégralité. Puis maintenant vous, on a plusieurs du coup témoignages qui nous permettent vraiment de créer du contenu, du vrai contenu pour pouvoir transmettre aux jeunes. Donc c'est super. Et alors, votre projet il va consister à faire quoi ? À faire Alors il y aura un documentaire qui va regrouper la totalité de nos actions. Aussi des vidéos YouTube avec des interviews, des choses qui pourront servir comme support auprès des professeurs et des élèves. Les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, etc., qui permettront aux professeurs et aux élèves de visualiser notre travail. Et principalement aussi notre site internet sur lequel on retrouvera l'intégralité du contenu, des informations, des actualités pour informer et surtout donner de la diversité aux jeunes. Et des supports physiques comme des plaquettes pour les professeurs qui pourront les transmettre du coup aux élèves dans les MFR. Et des visuels comme des affiches aussi pour les sensibiliser dans leurs enceintes scolaires. Bon. Peut-être que si vous avez des idées qui pourraient, avec votre point de vue qui est plus global... Ben non, je ne sais pas, vous parlez d'un site internet. C'est un site internet de votre MFR ou c'est un site internet général des MFR ? Est-ce que vous travaillez en réseau ? Alors c'est nous qui allons le créer, qui allons le former, mais il sera ouvert, tout le monde pourra avoir accès au site internet. Est-ce qu'il y a une coordination entre les MFR, entre les différentes MFR, des départements, des régions Pas suffisamment, mais ça nous le déplorons. En fait,
c'est très compliqué de mutualiser effectivement le travail. Pourquoi ? Faire à une autre, bien parce qu'il y a des résistances naturelles. Oui, et puis en fait, d'une MFR à une autre, vous l'avez très bien compris, il y a des MFR qui ont des toutes petites MFR, des MFR qui sont plus importantes, qui accueillent plus d'élèves en leur sein, et parfois les petites MFR voient d'un mauvais œil aussi les plus grosses MFR qui aimeraient mutualiser avec elles. Et c'est difficile, il y a de l'inertie, voilà, on est dans une grosse institution, même si... Vous savez, il y a... Enfin, on ne va pas révolutionner le monde aujourd'hui, hein, mais il y a sûrement la même chose dans les communes. Il y a en France... combien en France de communes ? Vous savez ? Qui c'est ? Combien ? 37 000. 36 000. Alors, on essaye de faire des regroupements de communes, et puis il y a plein d'institutions intercommunales de toutes sortes. Bon, ça va du syndicat, ça va du CIVOM à l'intercommunalité. Enfin bon, il y a plein de... Bon, il y a 36 000 communes. Il y a 36 000 communes. Il y a Paris. Combien d'habitants, Paris ? Combien de... Un million ? Je crois qu'il y a 2 millions. 1,8 million, 2 millions. Mais vous avez raison, j'ai entendu tout à l'heure 8 millions. Oui, l'agglomération parisienne fait 8 millions. Mais Paris a une particularité, c'est que c'est, contrairement à Londres ou contrairement à Berlin, qui sont... dont la municipalité englobe en fait sa banlieue, donc c'est pas une banlieue, ça fait partie de la ville. Paris est une petite municipalité qui est enfermée dans le périphérique, et puis autour ce sont d'autres municipalités. Donc la plus grande municipalité en France, elle fait 2 millions, et puis la plus petite, elle fait quelques 100 ou 120. Bon. Et donc vous avez un nombre, des communes de taille très 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 différentes. Ça ne les empêche pas de se réunir une fois par an au congrès des maires de France. Et puis vous avez des associations, vous avez les maires des grandes villes, alors c'est les associations de plus de 100 000 ou plus de 150 000, j'en sais rien, puis vous avez les maires des moyennes villes, puis vous avez les maires des petites villes, puis vous avez les maires des villages. Bon. C'est ça qu'il faut faire. Moi je ne suis pas en charge des MFR et je ne suis pas en charge du ministère de l'Agriculture, mais les entreprises, c'est pareil. Il y a des très grandes entreprises, il y a des moyennes entreprises, il y a des petites entreprises. Mais il faut essayer de susciter des, entre guillemets, pas dire des syndicats, mais mais peut-être que ça existe, hein, peut-être que je suis en train de vous raconter des trucs, que vous m'écoutez sagement et poliment, mais qu'en vérité, vous vous dites, le vieux il radote, parce que tout ça existe déjà. Mais sinon, c'est ça qu'il faut susciter. C'est des rapprochements entre des MFR qui ont des intérêts et des points communs, et voir comment est-ce qu'ils peuvent progressivement, ensemble, faire des choses et développer des réseaux. Il faut vous faire connaître. Voilà. On vit aujourd'hui... Voilà. Vous êtes dans la communication, non ? C'est important, la communication. Il faut vous faire connaître. C'est notre objectif. Pardon, voilà. Mais je parle trop, je vous écoute. Non, mais c'est notre objectif. Il ne faut pas rester juste derrière un site internet. C'est vraiment un mouvement qu'on veut faire. Ben c'est bien, c'est très bien. Et alors donc vous allez faire un documentaire qui va faire quoi ? 52 minutes, et puis des petits modules, vous allez faire quoi ? 15 minutes pour le diffuser sur votre site. Ou sur YouTube. En mai, mi-mai, le 28 mai, on a une soirée qui nous met Impact, où là on présentera devant 500 personnes notre court-métrage, le documentaire. Ça c'est l'invitation.
coup, on pourra expliquer notre projet et puis ça nous permettra, comme le dit si bien, de nous faire connaître à cette soirée-là et de diffuser vraiment toute notre campagne de communication et tout ce qu'on a pu réaliser au sein de cette année grâce à ce projet. Voilà. Cet événement, c'est de mettre en lumière l'ensemble des projets pédagogiques qui ont été menés sur nos 3 formations Bac+3 et notre formation Bac+5, notamment à travers effectivement des supports audiovisuels qui ont été réalisés par les élèves. Et donc, nous vous invitons à cet événement. Nous avons invité Madame Testiller hier également. Et puis, nous allons inviter les élus, évidemment l'Union nationale des MFR qui est présente à Paris. Voilà, il y a une union nationale tout de même. Il y a l'Union nationale, et j'ai communiqué les coordonnées à M. Riquier, Raymond Riquier, oui. qui, de l'Union des départements, oui. avec qui j'étais en contact. Voilà. Donc, nous allons inviter l'ensemble des parents aussi, des jeunes, puisque nous sommes avant tout une association, en fait. Notre mouvement, c'est une association qui est gérée par les parents des élèves, qui intègre le conseil d'administration. Donc nous allons inviter l'ensemble des parents, l'ensemble des maîtres d'apprentissage des jeunes, dans la mesure où ils ne vous l'ont pas expliqué, mais on n'est quand même pas tout à fait sur un système scolaire basique. Là, il y a un système scolaire qui a quand même ses particularités, je m'excuse Romaine, dans la mesure où nous sommes, j'aime pas trop ce terme, parce qu'il a été utilisé à... Tout le monde se targue d'être le pionnier de l'alternance. Donc j'aime pas trop ce terme, néanmoins on est même les précurseurs de l'alternance, et notamment une alternance bien spécifique, puisque c'est une alternance qu'on appelle à visée intégrative. Cette alternance à visée intégrative, elle a pour but de faire le lien véritablement entre ce que les jeunes vivent en entreprise et l'ensemble des concepts et des notions qui sont abordés sur les temps de formation. Donc l'idée, c'est véritablement de transposer l'ensemble des concepts que les jeunes abordent en cours dans le cadre en fait, de l'entreprise qui les accueille. Ils sont tous ici en alternance. Et l'ensemble des élèves qui fréquentent les 450 MFR de France sont en alternance. Alors cette alternance, matin cours, l'après-midi entreprise, semaine, mensuelle Alors les rythmes peuvent être différents à la fois d'une MFR à une autre, mais aussi d'une formation à une autre au sein même d'une MFR. Donc en l'occurrence, est-ce que vous voulez parler de votre rythme d'alternance? Alors nous actuellement, on est en une semaine à peu près de cours par mois. Mm-hmm. Du temps on est en entreprise. Par exemple, les années précédentes, il y a certains de nous qui étaient en BTS, il y en avait qui avaient 2 jours de cours par semaine, et le reste en entreprise. Enfin, ouais, ça varie en fonction des demandes de l'entreprise également aussi. Si elles préfèrent avoir plus régulièrement son alternant. Et alors vous êtes dans des entreprises qui sont en général spécialisées dans votre matière principale, c'est-à-dire la communication? Oui. Elles sont très diverses et variées, mais nos missions se ressemblent de manière unique. Alors c'est quoi ces entreprises, par exemple? On n'a pas que des missions dans la communication, on est vraiment sur une formation plus globale qui s'intitule de manière précise responsable commercial et marketing digital, dans la mesure où on essaye d'adapter véritablement nos formations aux besoins des entreprises de nos territoires. Et donc on est effectivement basé en Vendée, sur un territoire qui est composé majoritairement de toutes petites entreprises et de PME qui recherchent effectivement des élèves qui seront en mesure d'avoir des compétences diverses et variées. Et donc ils occupent des postes plutôt polyvalents, à la fois dans les métiers du marketing, de la communication évidemment, mais aussi du digital. D'accord. Et ce sont des entreprises dans lesquelles, en général, vous resterez, ça veut dire, l'expérience montre que vos aînés restent ensuite, ou bien ils changeront d'entreprise, ce n'est pas nécessairement des entreprises qui les embauchera. Bien, là aussi, il n'y a pas de... Il y a tout. Les statistiques nous montrent que c'est 50-50 en fait, à peu près. Oui, mais alors 6 mois après la sortie d'études, il y a 96% d'employabilité sur nos jeunes. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Dans leur entreprise respective ou non. Oui, bien sûr, mais peu importe. Enfin, d'une certaine façon, peu importe. Dans leur domaine d'activité. Donc normalement, c'est un vrai succès. C'est pas le terme que vous utilisiez tout à l'heure. Pardon Romain, tu m'excuses.
Non, mais pas du tout, au contraire. Parce que c'est vrai que le regard que la société a là-dessus, a sur ces enseignements, est un regard complètement retardataire. Parce que 96% d'employabilité 6 mois après la sortie de formation, c'est formidable. Et pourtant, Romane, tu as raison. Aujourd'hui, les MFR sont quand même vus comme l'école de la deuxième chance. Bah oui. Ce qui n'est pas le cas. Encore que, il ne faut pas dire ça, parce que l'école de la deuxième chance, c'est formidable également. Oui, de la dernière chance. Bon. C'est une image perçue de notre mouvement qui est en décalage par rapport à ce qu'elle est vraiment. Mais je vous entendais dire qu'il y avait une union, enfin qu'il y avait une association, une union. Il faut, enfin je sais. Vous savez, il y a un travail formidable qui a été refait sur la communication il y a 2 ans maintenant. 2 ans. Et qui participe à remoderniser aussi l'image des maisons familiales rurales et puis aller. Faire développer aussi un petit peu tout le mouvement. Bien sûr. Mais c'est aussi probablement comme ça qu'on explique on nous dit que le pays se vide de ses forces vives et qu'il y a une espèce de désert français qui est en train de se créer en dehors des grandes villes. C'est peut-être comme ça qu'on fait revivre ce qu'on appelle maintenant un peu pompeusement les territoires, non? C'est aussi comme ça. Bon. Très bien. Est-ce que peut-être vous aviez 2-3 questions? Oui, je fais attention à l'heure parce que oui, il nous reste une demi-heure. Votre temps est précieux et c'est la raison pour laquelle je veux pas. Non, mon temps n'est pas précieux, mais il se trouve que j'ai un rendez-vous après. beaucoup plus prosaïquement. Qui avait une première question à poser? Alors moi j'ai une première question, évidemment on a écrit tous ensemble. La première, donc, c'est, on voulait vous demander comment conserver la flamme du combat mené par votre maman, donc Simone Veil, au regard des défis sociétaux de notre siècle actuel. De quel... Redites-moi votre question. On voulait savoir comment conserver la flamme du combat mené par votre maman. Quel combat? Évidemment, il y a plusieurs combats, surtout celui qui est en faveur des déportés juifs et du génocide qui a eu lieu, le combat qu'elle a par rapport à eux. Et par rapport aux défis sociétaux, on parle plutôt de tout ce qui va être recrudescence des actes antisémites dans le monde et de la montée de l'extrémisme en France, principalement. Si vous regardez si vous regardez les statuts ou la définition que donnent d'eux-mêmes les grands centres de réflexion, d'éducation sur ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah, que ce soit le mémorial de Washington, que ce soit Yad Vashem en Israël, que ce soit le mémorial à Paris, mais aussi la Fondation de la mémoire de la Shoah. Vous voyez très bien que les actions ne sont pas exclusivement tournées en réalité sur l'histoire de la Shoah. Parce que le phénomène génocidaire les Juifs n'en ont malheureusement, le terme est malheureux, n'en ont pas le monopole. Si vous regardez ce qui s'est passé au Rwanda, c'est un véritable génocide. On a tué 500 000 personnes, vraiment de façon génocidaire, c'est-à-dire parce que les gens étaient Tutsis, point. Et donc, à partir du moment où ils étaient Tutsis,
qu'ils aient 90 ans ou qu'ils aient 3 mois, ils devaient disparaître. Et on les a tués de façon absolument systématique. C'est ce qui s'était passé. On en a encore parlé un petit peu avant-hier au Panthéon. C'est ce qui s'était passé avec le génocide arménien en 1915. Et donc la Shoah, c'est une expérience de l'humanité tout à fait exceptionnelle, parce que c'est organisé par le pays le plus avancé. C'est organisé en Europe, qui est quand même à l'époque, ou qui se veut le centre du monde, par le pays de la philosophie, je veux dire l'Allemagne, le pays de Goethe, le pays des philosophes, le pays de la pensée profonde, qui était une démocratie jusqu'en 1933, puis qui tout d'un coup bascule d'un seul coup par l'élection, pas par un coup d'État, par l'élection, dans le totalitarisme le plus absolu, et qui organise un génocide industriel. Mais des phénomènes génocidaires, j'en ai cité 2 autres, et aussi bien Yad Vashem que le mémorial de la Shoah. Je ne sais pas si vous êtes allé rue Geoffroy-Lanier. Vous êtes allé ? Consacre du temps et de l'énergie à l'étude et au travail sur le phénomène génocidaire, par exemple au Rwanda. Et dans quel objectif ? Pas seulement, encore une fois, comme je vous le disais, en commençant, pour cultiver une mémoire, mais aussi pour nous apprendre et pour nous mettre, et pour alerter les consciences, pour être en permanence une alerte et une vigie dans le monde. Bon. Parce que, entre guillemets, le plus jamais ça ne peut pas être qu'un slogan. Il faut aussi que ça soit une réalité. C'est pour ça que, par exemple, Yad Vashem a réagi. Elle a réagi de façon tout à fait claire quand, pour des raisons entre guillemets politiciennes, au sens le moins noble du terme, saisie par l'Afrique du Sud, la Cour internationale de justice, statue sur la question de savoir s'il y a eu un génocide à Gaza ou s'il n'y a pas un génocide à Gaza. Et Yad Vashem réagit, mais c'est pas seulement parce que c'est contre Israël, c'est pas une réaction, c'est pas une réaction entre guillemets partisane, parce que si vous vous souvenez, le président d'Yad Vashem, Dani Dayan, avait tout aussi bien réagi au mois de... Je crois que c'est vers le 15 novembre 2023, quand l'ambassadeur d'Israël, probablement sur instruction de son gouvernement, j'en sais rien, s'était présenté à ça devait être même... Oui, à une réunion de l'Assemblée générale de l'ONU avec une étoile jaune, pour faire une espèce de comparaison internationale, enfin de comparaison entre ce qui s'était passé le 7 octobre et la Shoah. Et Yad Vashem avait réagi de la même façon en considérant que c'était inapproprié. Non pas du tout que ce qui s'était passé le 7 octobre n'avait pas d'importance, n'était pas un événement, mais qu'il fallait faire attention à l'usage des mots, il fallait faire attention à la qualification des mots, et à utiliser en permanence un espèce de vocabulaire du plus victimaire, eh ben, il y avait un risque de banalisation.
Donc, le message, puisque c'est de ça dont vous parliez, le message de la Fondation de la mémoire, bien sûr, il s'appuie sur un travail historique et un travail d'enseignement de ce qui s'est passé en Europe orientale entre 1941 et 1944, 1945, mais il a vocation, entre guillemets, universelle. Si vous vous souvenez, vous me parliez de ma mère. Une de ses interventions, je ne sais pas si vous l'avez vue ou pas, mais une de ses interventions irruptives, c'est au Parlement européen en probablement 1994, quand on voit, enfin, on voit des images de ce qui se passe en ex-Yougoslavie, quand il commence à y avoir, quand on commence à s'apercevoir que les Serbes organisent, en particulier autour de Sarajevo, de l'épuration ethnique avec des camps qu'on reconstitue, enfin des hommes qu'on tue systématiquement dans les villages, et puis des femmes et des enfants et des personnes âgées qu'on emmène dans des camps et qu'on laisse crever de faim. Bon. Et il y a une intervention de maman extrêmement virulente à une je crois que c'est une séance du Parlement européen, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est une séance du Parlement européen, dans laquelle elle explique que, je me souviens très bien les mots qu'elle dit, on ne veut pas revoir des organismes internationaux qui discutent et qui se font des palabres, pendant qu'à 500 km ou à 1000 km, on est en train de mettre des gens dans des camps et de les faire mourir de faim, et qu'il faut réagir. Donc, mon propos, c'est de vous dire que l'AFMS, mais aussi, encore une fois, toutes les institutions, et c'était le message de ce point de vue-là de Simone Veil, puisque vous évoquiez son nom, c'était que d'éviter de nouveaux génocides. Et il se trouve que le génocide du Rwanda, alors qu'il s'est passé sur une période incroyablement courte, puis ça a duré 2 mois et demi, 100 jours, enfin à peine 100 jours. Mais 100 jours pendant 100 jours dans lesquels la France était dans une situation un peu particulière, puisque c'était une période de cohabitation entre un président de la République qui était François Mitterrand et un Premier ministre qui était Édouard Balladur. Maman était au gouvernement à ce moment-là, elle a été très mobilisée sur ce sujet parce qu'elle voyait bien que les pays ne réagissaient pas, et notamment la France, dans laquelle il y avait un décalage de regard porté sur ce qui se passait dans la région des Grands Lacs entre le président de la République d'une part et le Premier ministre d'autre part. Et comme on était en période de cohabitation, chacun d'une certaine façon bloquait l'autre et empêchait l'autre d'agir. Ça vous satisfait comme réponse ? Enfin, est-ce que c'est une réponse ? Quand je dis ça vous satisfait, je ne parle pas du fond. Est-ce que vous considérez que c'est une réponse à votre question ? Alors non, je dis ça parce que ça ne répond peut-être pas tout à fait à la question qui était comment on a assurer la pérennité de ce combat. Ben, je crois que vous en participez aujourd'hui. Restez alerte, restez vigilant toujours sur ces sujets, sans
en évitant les amalgames, en évitant les banalisations, pendant une époque que vous n'avez pas connue, mais vous n'étiez pas né, mais en 1978-79, il y a eu tout d'un coup une espèce de fièvre en France sur ce sujet qui s'est manifestée par une forme de négationnisme. Vous avez tous entendu parler, je pense, de Robert Forisson. Ça vous dit quelque chose? Oui? Non? Non? Oui? Non? Bon. Voilà. Alors, Robert Forisson il était enseignant à l'université de Lyon 3 de mémoire. Et à partir de 1978-1979, s'appuyant sur des déclarations intempestives de l'ancien commissaire aux questions juives qui s'appelait Darquier de Pellepoix et qui était réfugié en Espagne parce qu'il avait été condamné par contumace en France, qu'à l'époque il n'y avait pas de convention d'extradition et que donc il était réfugié en Espagne et s'il était venu en France il serait allé en prison puisqu'il avait été condamné. Puisqu'il avait, en 1980, il devait avoir 70 ans ou 75 ans, mais enfin, il avait été un des responsables des activités antisémites du gouvernement de Vichy, et il avait publié une interview sur le thème, dont la couverture était dans Le Point, dont le thème était à Auschwitz, on n'a gazé que des poux. Bon. Et Robert Forisson, qui était un historien, s'est lancé là-dedans et pour démontrer que les chambres à gaz n'avaient pas existé. Ça a été tout un... Vous, ça ne vous dit rien aujourd'hui, mais ça a été tout un phénomène qu'on a appelé le négationnisme, qui consistait à dire qu'en réalité, tout ça n'avait pas existé. Alors ensuite, ça avait été instrumentalisé par les Juifs, etc., etc. Bon, mais ça n'avait pas existé. C'est un peu comme si on avait dit que Jeanne d'Arc n'avait pas existé, ou bien que, j'en sais rien, moi, la guerre de 14 n'avait pas existé. Bon. Mais c'était une époque où on avait très peu de documentation historique. Les gens étaient revenus, ils avaient recommencé à travailler, ils avaient repris la vie, ils avaient regardé devant, ils n'avaient pas tellement regardé derrière. Et tout d'un coup, les anciens déportés se sont dit, mais si on ne parle pas, ça disparaîtra, parce que le négationnisme gagnera. Et il n'existait pas à l'époque la loi Guesso, les lois mémorielles, le négationnisme n'était pas un délit, et bon, voilà. Et c'est ça qui a mobilisé les témoins, les anciens déportés. C'est ça qui a fait qu'ils se sont mis à parler. Alors, c'est aussi que les années étaient passées, c'est aussi que probablement les générations... Enfin, il y a beaucoup de choses qui pourraient expliquer ça, ça serait très très long. Mais ils se sont mis à parler. Aujourd'hui, en plus le mur du Berlin est tombé, donc on a pu aller à Auschwitz, on a pu redécouvrir des territoires c'était difficile d'aller en Pologne en 1978 ou en 1979. Il fallait des autorisations, c'était les pays de l'Est, c'était compliqué, bon, bien. Aujourd'hui, ça viendra à l'idée... Enfin, aujourd'hui, si Robert Forisson sortait une thèse comme ça, ça paraîtrait complètement dingue. En 1979, quand il a cette thèse, Le Monde, le journal Le Monde, fait une double page qui s'appelle le dossier chambre à gaz. Puis sur la page de gauche, il y a les théoriciens de l'existence des chambres à gaz, et sur la page de droite, il y a les négationnistes, les théoriciens de l'absence de... Il n'y a pas de preuve, c'est pas vrai, ça n'a pas existé. Et alors on discute pour savoir est-ce que c'est vrai que dans une chambre à gaz qui fait 127 mètres carrés, on peut faire rentrer 1000 personnes? Est-ce que c'est vrai que si on met des conversations qui, aujourd'hui, vous paraîtraient complètement dingues, mais qui, à l'époque, sont tenues, y compris dans un journal comme Le Monde, dans lequel on présente deux thèses. Ce sont deux thèses qui s'affrontent. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Mais aujourd'hui,
le risque, c'est la banalisation. Le risque, c'est de tout amalgamer et de tout comparer et de dire tout est dans tout. Et on le voit bien aujourd'hui avec ce qui se passe par exemple à Gaza, dans lequel il y a un débat. Est-ce qu'il y a un génocide à Gaza ou est-ce qu'il n'y a pas de génocide à Gaza? Moi, j'ai un avis. Génocide, ça a un sens juridique et puis ça a un sens factuel. Il y a une guerre à Gaza, elle est évidemment épouvantable. Il y a des morts à Gaza, c'est évidemment épouvantable. Il y a trop de morts et on peut discuter des buts de guerre, on peut discuter des modalités de la guerre, on peut discuter des conditions dans lesquelles elles sont faites. Je pense que c'est compliqué d'expliquer qu'il y a un génocide à Gaza. Bon. C'est ça qu'il faut éclairer. Parce que la vie est sournoise. Et par conséquent, quand c'est pas le négationnisme, c'est la banalisation qui fait disparaître les choses. Et c'est ça le combat qu'il faut mener. C'est de ne pas, c'est d'éviter la confusion des mentalités. Et puis les mots magiques, comme celui avec lequel on débutait, le devoir de mémoire. Éviter d'avoir des espèces de repères tout faits comme ça et conserver une indépendance d'esprit et de pensée sur les sujets. C'était ça son combat, c'est ça son combat. Pardon d'avoir été un peu long, mais voilà. Et donc on souhaitait aussi vous demander comment justement transmettre le poids symbolique des témoignages des rescapés de la Shoah aux nouvelles générations face à la disparition inéluctable des témoins de l'histoire. D'abord comme ça, par vous, je veux dire. Et puis, évidemment, c'est le travail. Enfin, c'est une des préoccupations majeures de la Fondation de la Mémoire. Alors, la Fondation de la Mémoire, enfin, j'imagine que Philippe Allouche vous l'a dit, on n'est pas opérateur, nous, on ne fait pas directement des choses, mais on aide des gens, on facilite, bon, bien. On a plus que jamais des outils de transmission. Au temps préhistorique, malheureusement, on n'avait que les peintures rupestres des grottes de Lascaux. Ensuite, au XVIIIe siècle, on a les mémorialistes et on connaît la vie de la cour par les mémoires de la comtesse de Boigne, on connaît la vie de la cour sous Louis XIV par Saint-Simon, on connaît la vie sous l'Empire par les écrits de Chateaubriand. Voilà. Aujourd'hui, c'est formidable, on a des outils extraordinaires. Et en particulier, justement, depuis le début des années 80, il y a eu des tas d'initiatives pour enregistrer la mémoire des survivants. Shoah, le film Shoah, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous en avez vu des extraits. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bon, bien. Qui a transformé D'abord, qui a inventé le mot Shoah. Parce qu'avant, on parlait de l'Holocauste. On ne parlait pas de Shoah. Le mot Shoah n'existait pas. Il existait en hébreu, mais on n'en parlait pas. Et Holocauste était un terme inapproprié parce que l'Holocauste, c'est un sacrifice, c'est un sacrifice rituel. On parle de l'Holocauste d'Abraham. Et donc le terme n'était pas approprié. Mais on parlait de l'Holocauste. Et Shoah, vraiment, c'est
c'est Claude Lanzmann qui en a fait le mot que c'est devenu, et qui est clair pour tout le monde aujourd'hui. Quand vous regardez le film, il n'y a pas une image de violence. Ce ne sont que des témoignages. Bon. Alors le film, je crois qu'il fait 9 heures. Enfin, en réalité, il a 220 heures de... Pardon ? 10h30 minutes. Merci. Merci. Mais en réalité, il y a 220 heures de témoignages. Bon. Et des témoins, il y en a de toutes sortes. Alors malheureusement, on n'a pas ça pour un passé plus lointain. Mais ça, c'est un outil absolument extraordinaire de transmission. On a les mémoires les témoignages des anciens déportés, à l'INA, au mémorial. Spielberg, après avoir fait la liste de Schindler, Spielberg a créé une fondation et il a enregistré des milliers et des milliers et des milliers d'heures de témoignages. On a des témoignages au comité français pour Yad Vashem que j'ai présidé pendant quelques années avant de venir à la fondation. On avait un corpus, enfin, oui, 200 heures de témoignages d'anciens justes qui aujourd'hui ont disparu. Bon. Et puis qu'on avait dans nos archives. Bon. Et on a décidé d'en faire un outil de communication. Et donc des podcasts. On a fait des podcasts qui sont depuis, je ne sais pas si vous êtes allés les écouter, depuis l'année dernière ou depuis il y a 2 ans maintenant sur Radio France. Bon. Et donc on a enclipsé, enfin on a fait des espèces de montages avec un podcast. Alors un podcast ça fait 8-12 minutes, 8 minutes, 10 minutes, 12 minutes. Et puis pour les rendre un peu communicatifs, enfin je dirais sexy, hein, pour que les gens, voilà, bah, d'une voix un peu sèche, un peu triste qui raconte, on les a enclipsés avec un personnage de la société civile un peu connu, qu'il présente et qu'il expose. Bon. Et donc ça, c'est un outil de communication. Mais il y en a plein d'autres. Ce que vous faites y participe. Voilà comment on transmet aujourd'hui cette mémoire. Et tous ces outils sont des outils absolument formidables. Et puis, il y a le cinéma, entre guillemets, de fiction. La liste de Schindler, par exemple. Alors ensuite, c'est bien ou c'est pas bien. Ça dépend si c'est respectueux ou pas respectueux, si c'est... Voilà. Mais tout ça, ce sont des outils de communication très, très importants, et d'éveil. Voilà. D'autres questions ? Oui. Pour finir, moi j'ai une dernière question. J'aimerais savoir comment, à notre échelle, nous, étudiants et citoyens, nous pouvons incarner ce devoir de mémoire et d'histoire. Eh bien, comme ça, comme vous le faites. Comme vous le faites. Alors, c'est vrai qu'on vit on vit probablement de ce point de vue-là, sur ce sujet-là. Une période charnière parce que je crois que vous deviez rencontrer Ginette Kolinka de mémoire et que vous ne pouvez pas la rencontrer parce que, bon, elle va mieux. Mais enfin, c'est un acte de soulagement, mais je crains que ça ne soit provisoire. Le temps est inéluctable. Bon. Donc, on vit de ce point de vue-là une période charnière, c'est-à-dire que les derniers témoins disparaissent. Madame Testiller, que vous avez rencontrée. Je vous parlais de son mari parce que son mari était un peu plus âgé qu'elle. Il devait avoir une dizaine d'années de plus qu'elle. Et donc lui a été déporté. Elle n'a pas été déportée. Enfin, elle vous a raconté son histoire. Bon, donc elle est passée à côté. Si elle avait été déportée, probablement elle ne serait pas rentrée, elle était trop jeune. Ben voilà, elle est... Voilà. Bon. Mais c'est vraiment les derniers témoins. Il reste Ginette, mais qui est
quand même pas dans un état formidable, même si elle est incroyablement vaillante. Il reste Esther Senot, enfin il reste quelques témoins comme ça, mais très très peu. Moi j'ai une tante qui a 102 ans, mais qui a jamais voulu parler, qui est très timide et qui a toute sa tête, qui est formidable, mais qui ne veut pas parler. Donc voilà. Bon. Je crois que j'ai réussi à lui faire un témoignage comme ça, mais avec une seule personne, mais bon. Mais comment faire? Comme vous le faites, et puis en utilisant tous ces témoignages qui existent. Vous avez à l'INA, à l'Institut national de l'audiovisuel, vous avez des collections de témoignages. Vous avez au mémorial des collections de documents, d'éléments, voilà. Mais encore une fois, c'est pas. Je reviens à votre terme de devoir de mémoire. C'est pas quelque chose qu'il faut cultiver pour le cultiver parce que voilà, il faut. C'est vraiment parce que alors on peut s'interroger sur la question de savoir si c'est efficace ou pas. Mais enfin, c'est une façon de nous apprendre les uns et les autres à réfléchir aux conséquences de nos actes, de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on... voilà. Et c'est vrai... c'est vrai... y compris dans les activités qu'on exercera et dans les métiers qu'on fera, et à quel moment on doit apprendre, le cas échéant, à dire non s'il faut dire non à une instruction qu'on reçoit. C'est pour ça que, par exemple, le mémorial de la Shoah fait des formations pour les militaires, pour les gendarmes, pour les policiers. Voilà, c'est... ça participe d'une volonté de notre civilisation de former des gens meilleurs. On a tous envie que le monde s'améliore. Et puis on se demande parfois s'il s'améliore vraiment ou s'il ne s'améliore pas. Bon. On peut en débattre éternellement. Mais en tout cas, d'essayer de se souvenir de ce qui a pu se passer pour essayer de développer nos valeurs qui sont celles issues de la République, hein, la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est absolument essentiel. C'est à ça que ça sert. C'est pas juste pour être comme une espèce de potiche posée sur la cheminée devant laquelle on s'inclinerait tous les matins en rentrant, en faisant une génuflexion avant de se relever, aller dans la cuisine, prendre son petit déjeuner en trempant sa tartine dans son café au lait. C'est pour essayer chacun d'entre nous d'être alerte. Voilà. Mais non, merci à vous et merci merci d'avoir fait ce déplacement. Je ne vous promets pas que je viendrai le 28 mai, mais je garde votre invitation et je vous dirai d'ici là si je peux ou pas. Voilà. Merci et merci à vous et à vos professeurs qui vous ont accompagné, qui vous accompagnent jour après jour. Voilà. Oui, mais alors vite parce que... Ah oui.